Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième partie sur la rationalisation du monde, qui elle-même fait donc partie de notre série Numérique et société, dans le cadre de laquelle nous nous intéressons à l'impact du numérique sur notre société. Mais avant d'aller plus loin, comme nous en avons l'habitude, je vous propose notre petit générique de début. Regard philosophique est une chaîne YouTube et une communauté Patreon qui porte un regard philosophique sur les grandes questions que sont la liberté, l'amour, l'art ou encore la culture, mais aussi sur des sujets de société comme la religion, la politique ou le travail, et également sur des sujets d'actualité comme le numérique, le wokisme ou l'écologie. Si vous aussi, vous souhaitez porter votre regard sur ces sujets et d'autres encore, eh bien, rejoignez-nous. Je vous rappelle donc l'agenda de la rationalisation du monde. La précédente vidéo, donc, nous avons traité le capitalisme industriel et le capitalisme cognitif. Nous avons aussi traité la dimension Internet. Ce que nous allons traiter dans le cadre de cette vidéo, c'est le troisième point, robots et intelligence artificielle, nouveaux acteurs sociaux. Nous allons voir quel est l'impact de ces technologies, essentiellement d'ailleurs sur le monde du travail. Et nous terminerons cette vidéo avec un certain nombre de remarques générales à l'ensemble du thème rationalisation du monde. Troisième et dernière partie de cette vidéo consacrée aux robots et à l'intelligence artificielle et de voir quel est leur impact sur la société, essentiellement sur le monde du travail. Alors, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, sur la partie droite de votre écran, j'ai pris un petit extrait d'un rapport publié par Accenture qui nous dit, si je traduis rapidement, que les entreprises sont en train de changer leur modèle d'organisation et la façon dont elles gèrent les ressources humaines pour tirer avantage d'une digitalisation croissante et d'une force de travail à la demande. Elle ajoute que les plateformes, on reviendra aux plateformes, les plateformes permettent aux travailleurs de devenir plus liquides, alors traduisez plus souples en fait, de supporter des équipes réparties à travers l'espace et à travers le temps, et du fait que ces équipes très souples, distribuées de manière très, très souple également, peuvent être très rapidement constituées, puis démantelées au fur et à mesure des besoins. On voit bien que ce qui est indiqué là, c'est une tendance que nous observons d'ailleurs de plus en plus, d'un travail de plus en plus à la demande. En bas à droite de votre écran, vous avez l'adresse d'un site web de la BBC qui, de manière assez amusante, vous permet d'avoir un regard sur le taux d'automatisation, le taux de digitalisation de votre job. J'ai mis en exemple l'exemple d'un informatique et télécom. Pour comprendre l'impact de ces technologies sur le monde du travail, nous prendrons trois dimensions. Et la première d'entre elles, une des plus importantes d'ailleurs, qui est la dimension de l'automatisation. Premier point, les robots feront tout ce qui peut être mesuré.
c'est très clair. Et quand je dis les robots, j'entends aussi bien les robots machines que les robots logiciels. Et d'ailleurs, la plus grande percée aujourd'hui de l'intelligence artificielle est dans les robots logiciels. C'est-à-dire que ce que l'on est en train de robotiser, donc d'automatiser de plus en plus, hein, c'est le travail administratif. Deuxième point, conséquence du premier d'ailleurs, hein, ce à quoi nous assistons, c'est un déplacement de la création de valeur du travail vers les robots, donc la technologie, donc le capital. Rappelez-vous le petit tableau que je vous ai montré où j'ai comparé Google avec Ford et Siemens. Le tableau était extrêmement parlant. Google avait 1,6, je crois de tête, hein, de 1,6 million de chiffre d'affaires par tête d'employé, ce qui est absolument considérable, alors qu'à l'autre extrémité, nous avions Siemens qui avait tout juste un quart de million de dollars de chiffre d'affaires par employé. Et cela est dû au fait qu'une très grande partie de la valeur créée par une société comme Google est faite par la technologie, donc par le capital. Troisième et dernier point de cette automatisation, digitalisation croissante, c'est ce que l'on appelle la coproduction. La coproduction, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le fait de faire un certain nombre de choses par le client à ses frais, sans le rémunérer. Je crois qu'un des plus beaux exemples que nous connaissons tous, c'est nos banques qui ne nous envoient plus nos relevés de compte, mais qui les mettent à notre disposition sur leur site internet, charge à nous, si nous le souhaitons, de les imprimer avec notre imprimante et à nos frais. Deuxième impact très important, l'externalisation du travail. Et nous allons voir que cette externalisation du travail s'opère sur deux dimensions. Première dimension, les fameuses plateformes. Les fameuses plateformes qui sont désignées par le terme anglais de crowdsourcing, crowd en anglais signifiant la foule, sourcing, on va dire l'approvisionnement, si je traduis donc, ça veut dire c'est l'approvisionnement par la foule. Ces plateformes sont extrêmement nombreuses. Leur principe, c'est de faire travailler les personnes à la tâche. La plus célèbre d'entre elles étant Mechanical Turk de Amazon. Alors, c'est d'ailleurs une dénomination que je trouve un petit peu cynique parce que ça fait référence à une célèbre mystification du XVIIIe siècle qui s'appelait le Turc mécanique ou le joueur d'échecs. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder sur Wikipédia où vous aurez une très large information sur cette sculpture. Eh bien, ces nombreuses plateformes, que font-elles? Elles proposent des micro-tâches qui sont rémunérées de manière très faible, et il y a la tâche, on est bien d'accord, hein, ce ne sont pas des salaires, hein, ce qui veut dire que nous réinventons le statut de tâcheron, travailleur à la tâche, et si je prends un exemple, je veux par exemple traduire un texte, eh bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais segmenter mon texte en paquets de 10 phrases par exemple, et je mettrai ça sur Mechanical Turk, où un certain nombre de jobbers viendront prendre une tâche et la réaliser. On voit très bien que ceci conduit à une fragmentation extrême du travail et que les travailleurs qui travaillent sur ces plateformes-là n'ont évidemment aucune
protection sociale. La deuxième grande évolution a pour nom flexibilité. Si vous suivez un petit peu les débats politiques à la télévision, vous remarquerez que ce mot-là est utilisé, j'ai envie de dire, de manière parfois abusive. Le grand moment qui s'est produit, ça a été le fameux CDI de projet. De mon point de vue, une phrase qui dit « contrat à durée indéterminée de projet » est un véritable oxymore, puisque CDI est, par définition, c'est ce que veut dire le I, une durée indéterminée. Et que, par définition, un projet est à durée déterminée. Donc quand je dis un CDI de projet, c'est un oxymore pour moi. D'accord ? Et pour pouvoir valider ce fameux CDI de projet, ça a été un des premiers décrets d'ailleurs signés par Emmanuel Macron, qui a modifié les articles L1222-9, 10 et 11 sur le télétravail. Alors c'est un point intéressant. C'est un point intéressant parce que ce à quoi nous assistons de la part des entreprises, c'est exactement ce qu'avait souligné Accenture. Nous assistons à une externalisation du travail. Et ce faisant d'ailleurs, une externalisation du risque. Je m'explique. Historiquement, dans une société de travailleurs telle que la nôtre, entre les entreprises et les travailleurs, il y a un contrat, si j'ose dire. Un contrat qui dit que l'entreprise investit le capital et donc se rémunère de manière significative parce qu'elle prend le risque. Et de l'autre côté, le travailleur qui lui reçoit à travers son salaire une rémunération fixe, donc insensible au risque d'augmentation ou de diminution du chiffre d'affaires, mais le prix qu'il en paye, c'est que s'il y a de gros bénéfices, il ne les touche pas. Et ça a été le deal qui a fonctionné pendant des années et des années. Or, aujourd'hui, ce que veulent faire de plus en plus d'entreprises, en externalisant le travail, c'est externaliser le risque sur le travailleur. Et oui, je veux dire par là que si mes travailleurs sont flexibles, j'ai une pointe de charge, je les embauche. J'ai une diminution de charge, je m'en sépare. On voit tout à fait que ce contrat moral, d'une certaine manière, n'a plus cours. Troisième et dernière des grandes conséquences de ces technologies sur le marché du travail, la différence qui peut y avoir, qui apparaît de plus en plus clairement entre emploi et travail. Je m'explique. Travailler, c'est une activité. Lorsque je scie du bois, je travaille. Lorsque je donne une conférence, je travaille. Très bien. Mais ceci est à distinguer de ce qu'est un emploi. Un emploi, c'est un contrat social. C'est un contrat signé entre deux parties, un employeur, la plupart du temps une entreprise, et un employé, un travailleur. Ce travailleur vend sa force de travail à l'entreprise qui le rémunère pour ça. Donc on voit très bien qu'on peut travailler sans avoir d'emploi, alors que l'emploi, par définition, encadre le travail qui est réalisé pour une entreprise. La première conséquence de cette différence entre emploi et travail, c'est la polarisation du marché du travail sur l'axe de la qualification. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que compte tenu des technologies de plus en plus sophistiquées que nous utilisons pour créer de la valeur, nous avons besoin de travailleurs hautement qualifiés pour pouvoir
utiliser ces outils. Typiquement, nous avons besoin de plus en plus d'ingénieurs en informatique pour développer les fameux algorithmes ou participer au développement de l'intelligence artificielle. De l'autre côté, il y a un nombre croissant de travailleurs dont le niveau de compétence est insuffisant par rapport aux attentes du marché. Et ces travailleurs-là, eh bien, sont des travailleurs sans qualification, si j'ose dire, dont le système n'a pas besoin pour créer de la valeur. La conséquence de cela, nous la connaissons tous. C'est l'émergence des travailleurs dits ubérisés. D'ailleurs, c'est très intéressant que nous ayons inventé en quelque sorte un mot pour désigner cette classe de travailleurs. Quand on parle d'un travailleur ubérisé, on pense à un travailleur à très faible niveau de qualification, voire sans qualification, exécutant les fameuses tâches que vont lui proposer les fameuses plateformes, ou travaillant sur des métiers de service à très faible qualification. Livreur, vendeur de pizza, hein, ce genre d'activité. Cela dit, et de manière peut-être un peu contre-intuitive, un certain nombre d'enquêtes montrent que de plus en plus de jeunes sont séduits par ce mode de fonctionnement. Ils sont séduits pourquoi? Parce que cela leur donne beaucoup plus d'indépendance. Ils peuvent choisir quand ils travaillent ou quand ils ne travaillent pas. Et pour bon nombre d'entre eux d'ailleurs, hein, ils sont prêts à en payer le prix, à savoir l'insécurité et des rémunérations qui ne sont pas extraordinaires. Pour terminer sur ce point, j'ajouterai que ces fameux travailleurs ubérisés, si vous me permettez l'expression, ne restent pas les deux pieds dans le même sabot. Et vous avez bien vu qu'ils mènent nombre de luttes contre Uber, justement, et autres sociétés du même type, pour obtenir un minimum de droits et un minimum de garanties. Je crois que la tendance de la société, ça sera effectivement de prendre acte de cette nouvelle catégorie de travailleurs, mais par contre de leur offrir tout de même un minimum de protection pour qu'on ne soit pas dans un véritable Far West du marché de l'emploi. Pour terminer cette vidéo sur la rationalisation du monde, je voudrais faire quelques remarques supplémentaires sur l'impact de l'utilisation du big data et de l'intelligence artificielle. Première remarque, avec la pratique de la recommandation à la décision, le pas est souvent franchi. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette remarque-là m'a été inspirée par des discussions que j'ai pu avoir avec des spécialistes du développement de l'intelligence artificielle et des systèmes de recommandation. Supposons que vous soyez un médecin, un cancérologue, et que vous faites aider par une intelligence artificielle qui va vous fournir des diagnostics. Premier diagnostic, vous allez bien évidemment vérifier avec attention que la décision et le diagnostic fait par l'intelligence artificielle est correct. Admettons que oui. Vous en faites une deuxième avec un autre patient. Vous vérifiez là aussi avec beaucoup d'attention les résultats de l'intelligence artificielle et là aussi vous arrivez à la conclusion qu'elle a fait un diagnostic correct. Vous faites ça 3 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois, et à chaque fois, vous avez vérifié et vous êtes arrivé à la conclusion que le diagnostic était correct.
quel impact cela aura-t-il sur vous? On le voit très bien. Vous allez, au fur et à mesure du temps, faire de plus en plus confiance aux résultats produits par l'intelligence artificielle, ce qui veut dire que vous allez de moins en moins challenger, vérifier, et que de plus en plus, vous prendrez, si vous me permettez l'expression, pour argent comptant, les diagnostics produits par l'intelligence artificielle. Or, vous n'êtes jamais à l'abri que le 120e diagnostic soit faux. Deuxième remarque, toujours dans le monde de la santé, le risque est de revenir à une médecine paternaliste. En effet, admettons, prenons encore un exemple, admettons que vous allez consulter un spécialiste qui se fait aider par l'intelligence artificielle et qui vous dit que vous allez être porteur d'un cancer, par exemple. Vous ne l'avez pas encore, mais vous allez l'avoir. Vous êtes très étonné, parce que dans votre famille, personne n'a jamais eu de cancer. Vous vous trouvez en pleine forme. Enfin, vous êtes vraiment très, très réservé par rapport à une telle recommandation. Face à vous, qu'est-ce que vous avez? Vous allez avoir une intelligence artificielle qui, si vous me permettez de le formuler ainsi, va vous regarder dans les yeux et vous dire, écoute, moi, je suis abonné aux 350 revues spécialisées et je les lis. De plus, j'ai analysé les 500 derniers rapports opératoires. Est-ce que toi, tu les as lus? Évidemment non. Et vous voyez très bien que ça rétablit cette relation dite paternaliste qui a existé pendant longtemps, où il y avait un médecin détenteur du savoir, un patient supposé ignorant, et le médecin disant de façon très paternaliste, écoutez monsieur, moi je sais. On s'est progressivement débarrassé de cette médecine paternaliste parce que les patients, à tort ou à raison d'ailleurs, bien ou mal, mais vont se renseigner sur Internet, vont regarder et ne prennent plus du tout la parole du médecin comme étant une parole qui ne peut pas être discutée, qui ne peut pas être challengée. Or, vis-à-vis d'une intelligence artificielle, ce différentiel de savoir est tellement grand qu'il devient quasiment impossible de pouvoir challenger ce que dit l'intelligence artificielle si l'on n'est pas soi-même un spécialiste. Troisième remarque, c'est dans le monde du commerce, avec les fameux assistants personnels que nous proposent les GAFA. Le problème, c'est que ces assistants personnels nous réduisent à nos données, comme d'ailleurs les sites web des mêmes GAFA. Nous avons tous vécu l'expérience d'aller sur le site d'Amazon, de rechercher, je ne sais pas moi, un livre par exemple, et de se voir recommander tel ou tel autre livre parce que, et c'est l'argument qui est avancé d'ailleurs, parce que ceux qui, comme vous, ont acheté ce livre-là, ont aussi acheté celui-ci. Certaines études d'ailleurs ont pu montrer qu'un client d'Amazon possesseur du fameux assistant personnel d'Amazon qui s'appelle Alexa, eh bien, va dépenser 66% de plus qu'un client d'Amazon qui n'est pas possesseur d'Alexa. Quatrième remarque, qui cette fois est dans le champ politique, où l'on voit que la complexité croissante du monde réel, combinée aux possibilités croissantes de la technologie, eh bien, la séparation entre science et politique tend à s'estomper. Et la question que je pose, c'est, n'y a-t-il pas un risque pour la démocratie? Prenons là aussi un exemple.
la fameuse application qui permet aux jeunes lycéens qui ont obtenu leur bac de s'inscrire en université et qui va leur proposer telle ou telle orientation en fonction de leurs résultats et un certain nombre de choses de ce type-là. Il y a quelque temps, un syndicat d'étudiants a demandé à l'Éducation nationale de lui donner les algorithmes de cette application. L'Éducation nationale a refusé. Le syndicat d'étudiants a quand même argué d'un point qui est de dire, attendez, vous décidez de mon avenir et vous ne me donnez pas les éléments de comprendre comment vous faites pour décider de mon avenir. Il a donc attaqué l'Éducation nationale au tribunal administratif. Et il a gagné. L'Éducation nationale leur a donc fourni les algorithmes en question. Mais vous voyez très bien le problème que ça pose. Si l'avenir de nos jeunes aujourd'hui est décidé par une véritable boîte noire, n'y a-t-il pas un risque pour la démocratie? Personnellement, je pense que oui. Le cinquième point est dans le domaine militaire. À partir d'une catégorie d'armes qu'on appelle les SALA. Comme vous pouvez le voir, SALA signifiant système d'armes létaux automatiques. En clair, ce sont des systèmes d'armes qui peuvent décider de manière automatiquement de tirer sur une cible. Et la question que ça pose, vous la voyez en dessous, elle mérite d'être lue. Peut-on admettre la licéité, c'est-à-dire peut-on considérer que c'est légal, que c'est licite? Peut-on admettre la licéité de moyens de combat aptes à engager la force létale en dehors de toute supervision humaine? C'est une immense question que je traite très largement par ailleurs. Mais ce qu'on peut en dire ici, c'est qu'il n'est pas du tout simple de répondre à cette question. Prenons deux exemples. D'abord, un exemple qui dit que c'est difficile de faire autrement. Prenez les systèmes d'armes, les tourelles de tir qui se trouvent sur les navires de guerre. Supposez que vous êtes sur un navire de guerre doté de ce type de système-là et qu'un missile est en train d'arriver sur votre bateau. Est-ce que vous pensez qu'on a le temps de décider s'il faut riposter ou pas? Ce sont des événements qui se déroulent en quelques secondes, en quelques minutes. Et donc là, il est tout à fait licite de considérer que ces systèmes d'armes-là vont s'armer automatiquement, cibler automatiquement et tirer automatiquement, sans qu'il y ait le moindre humain dans la boucle de décision. Autre exemple, c'est les fameux drones utilisés largement par l'armée américaine, entre autres, et qui, là, vont analyser une situation, vont fournir à un humain la possibilité de distinguer s'il y a une cible valable ou pas, et l'humain sera dans la boucle de décision permettant effectivement de donner l'ordre de tirer ou de ne pas tirer. Donc vous voyez que c'est une question très complexe. Et cette question-là ne peut pas être tranchée de manière simpliste. Dernière remarque, enfin, de portée un petit peu plus générale, mais en s'appuyant toujours sur un exemple, on nous dit que Big Data et IA peuvent être utilisés pour le meilleur comme pour le pire. Je suis profondément convaincu de cela. Ce sont des outils extrêmement puissants, mais ce sont des outils qui ne contiennent aucune valeur morale. Ils ne sont ni gentils ni méchants, ils sont amoraux. C'est l'usage qui est lui-même moral ou amoral. Vous voyez mon exemple. Elles peuvent aider à sauver des vies comme elles peuvent tuer. Prenez l'exemple. Voulez-vous connaître la date de votre mort? Vous avez en dessous le lien vers le site web qui permet d'avoir l'article complet. C'est quelque chose qui a été utilisé pour
faut faire attention aux mots, optimiser, mieux gérer la fin de vie de certains patients. L'idée de départ était tout à fait bonne, si j'ose dire. Hein. Ils sont partis d'un constat qui dit que très souvent, lorsqu'un malade en phase terminale ou quasi terminale pose la question à son médecin, docteur, est-ce que je vais mourir? Il arrive, et c'est humain, que le médecin dise, bien écoutez, non, il y a un nouveau traitement, il y a ceci, il y a cela, et que par voie de conséquence, eh bien, il y a un certain nombre de patients en fin de vie qui vont décéder et qui n'ont pas préparé leur fin de vie. L'idée est donc de calculer quelque part une probabilité permettant de dire quelle est effectivement l'espérance de vie du patient en question. Donc vous voyez très bien que, comme on dit, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Hein, l'intention était bonne, mais on peut en faire un usage tout à fait mauvais, enfin je ne sais pas, malencontreux si j'ose dire, hein, consistant à utiliser cette application-là pour optimiser les salles de soins palliatifs et de considérer qu'un patient dont la probabilité de vie est extrêmement courte, il n'est pas nécessaire, il est inutile de le mettre en soins palliatifs, puisque de toute façon, il va décéder dans un avenir très proche. Ça relève d'une, philosophiquement parlant d'ailleurs, hein, ça relève d'une véritable philosophie utilitariste. Alors, nous avons terminé cette vidéo consacrée à la rationalisation du monde. Et avant de vous rappeler brièvement quel sera l'agenda de la prochaine vidéo, je vous propose, comme nous en avons l'habitude, notre petit générique de fin. J'espère vous avoir donné envie de rester avec nous. Aussi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. De plus, si vous avez aimé, merci de poster un petit like et pourquoi pas vous abonner. Comme cela a été annoncé lors de l'introduction, cette troisième vidéo est en totalité consacrée à mes échanges avec l'IA générative. Comme vous pouvez le voir dans l'agenda sur votre écran, hein, j'ai eu un certain nombre d'échanges avec Gemini et ChatGPT sur différents sujets, comme les hallucinations des intelligences artificielles et également sur la réglementation de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle. Et vous verrez que ces échanges sont très instructifs. Je vous donne donc rendez-vous dans cette prochaine vidéo pour parler de mes échanges avec l'IA générative. Merci et au revoir.